Il faut accepter de regarder cette situation. Par rapport à ça, nous avons à la fois une force qui peut aussi être une faiblesse, et que nous avons un maillage territorial extrêmement dense, le plus dense d'Europe, d'écoles. Nous avons autant d'écoles publiques que l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie réunis. Il ne s'agit pas de revenir là-dessus, mais on ne peut pas ne pas tenir compte de la situation démographique que je vous ai déjà exposée plusieurs fois. Nous aurons perdu 2 millions d'élèves dans le système éducatif d'ici 15 ans. Nous aurons 20% à 25% d'élèves en moins. Maintenant, et dans les Côtes-d'Armor, je crois que c'est votre département, en l'occurrence, à la rentrée prochaine, vous perdez quasiment 3% d'élèves. Et donc, soit on se contente soit on suit la démographie, ce n'est pas le choix du gouvernement, soit on accepte que, comme on est sur une perspective à 20 ans, il faut qu'on ait un atterrissage en douceur, avec à la clé, et vous avez raison, une baisse du nombre d'élèves par classe. C'est précisément ce qu'on fait. Je rappelle qu'on a baissé de plus de 3 élèves par classe depuis 2017 à maintenant. C'est singulièrement vrai d'ailleurs chez vous. Et que par conséquent, on continue cette trajectoire. Mais si jamais on faisait ce que vous voulez, c'est-à-dire si même par exemple on mettait le nombre de professeurs étal pour faire baisser plus vite le nombre d'élèves par classe, qu'est-ce qui se passerait? Inéluctablement, et pardon, c'est mathématique, mais je vous invite à faire le calcul vous-même, dans 7 ou 8 ans, nous n'aurions plus besoin de recruter des professeurs. Et là, on aura une vraie crise de recrutement. Et s'agissant de la crise de recrutement, et dernier point, nous avons créé cette année 8000 postes en loi de finances pour précisément garantir l'avenir et recruter des étudiants dès la L3 qui seront mieux formés et mieux payés. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Les fermetures de classes, à terme, ce sont des fermetures d'écoles. Votre entêtement est irresponsable, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. La parole est à présent Monsieur Giovanni William pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. La question s'adresse à Madame la Ministre des Outre-mer. Madame la Ministre, permettez-moi de vous interroger sur l'exécution du contrat de convergence et de transformation signé entre l'État et la Martinique pour la période 2024-2027. À 1 an de la fin de ce contrat, je ressens une inquiétude croissante quant à son avancement et surtout à la réalité pour nos publics prioritaires que sont nos jeunes et nos seniors. À l'heure actuelle, il est désarmant de constater que les engagements pris demeurent largement théoriques. Aucun plan de reprise démographique n'a été lancé et la création d'instituts supérieurs de formation est toujours une promesse en suspens. Quant au secteur de la santé, en particulier pour les EHPAD et la reconstruction du CHU de la Ménard, nous sommes toujours dans la... Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, oui, le transport routier est fortement impacté par la hausse des prix des carburants que nous subissons. Oui, cela peut mettre en péril de très petites entreprises qui travaillent à faible marge et qui connaissent inévitablement des problèmes de trésorerie. Oui, l'État agit dans l'intérêt de ce secteur, à la fois stratégique, indispensable pour notre économie. C'est pourquoi nous sommes, depuis le début de la crise, quotidiennement en contact avec les fédérations représentatives. C'était le cas hier encore, vous l'avez rappelé, en marge du Salon international de la logistique. J'ai dès ce vendredi soir, à la demande du Premier ministre et avec plusieurs de mes collègues, annoncé une série d'aides directes et indirectes, report de cotisations sociales et fiscales et aides exceptionnelles forfaitaires ciblées pour les entreprises les plus en difficulté, avec un plan d'urgence de 50 millions d'euros qui a été débloqué. Malgré les tentatives de récupération politique de cette inquiétude, le plan proposé a été salué par une grande partie de la profession. J'en veux pour preuve un certain nombre de mouvements qui étaient prévus, qui ont été annulés. Nous travaillons surtout à le rendre concrètement le plus opérationnel possible, c'est-à-dire rapide, ciblé et sans irritants administratifs. J'ai fait personnellement des propositions claires aux fédérations pour les mettre en œuvre le plus rapidement possible et cela... Scolaire, premier élément. Deuxième élément, je vais expérimenter pour la prochaine construction budgétaire une méthode un peu différente avec un certain nombre de départements pilotes consistant à partir de la façon dont ils définissent la carte, notamment dans le cadre des EDRT, pour voir ensuite quelles conséquences ils vont tirer sur la démographie scolaire, enfin sur la démographie de professeurs des écoles notamment. Pour ne pas être dans une logique où effectivement on notifie chaque année de manière un petit peu malgré tout administrative des moyens au DAZEN qui ensuite sont censés les répartir. Donc on va tester cette méthode-là à partir de ce préparation du prochain PLF.
pas sur toute la France tout de suite, c'est une première année, donc on va le tester, mais pour justement inverser la logique. Et puis le troisième élément, c'est qu'il faut bien sûr qu'on ait une logique d'aménagement du territoire et pas seulement scolaire, et qu'on réfléchisse à l'offre scolaire dans les territoires. On a là aussi des expérimentations qui ont été mises en œuvre cette année pour essayer de penser les choses différemment à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Clémentine Autain pour le groupe écologiste et social. Après l'amiante, le cadmium est un nouveau scandale d'État. Parce que vous savez et vous ne nous protégez pas. Le rapport de l'ANSES met une nouvelle fois en lumière le danger de ce métal lourd pour notre santé. Après les alertes formulées dès 2001, puis en 2005, après l'étude de Santé publique France, après le rapport de l'Agence sanitaire en 2019, après l'enquête de 2025 de 60 millions de consommateurs, structure que vous avez d'ailleurs liquidée. Oui, le cadmium est un poison. Cancérogène avéré et reconnu depuis 1993, perturbateur endocrinien, facteur de maladies diverses, par exemple rénales. Or, le cadmium, présent dans les engrais phosphatés, dans les sols, se retrouve partout dans nos assiettes. Il est présent dans les pâtes, dans les céréales, les gâteaux, les pommes de terre, le chocolat. C'est un fait. La population française est surexposée au cadmium, à commencer par les enfants et les classes populaires. Près d'un Français sur deux présente un taux de contamination qui est supérieur aux recommandations sanitaires. La teneur maximale de cadmium par kilo d'engrais devrait être de 20 mg, selon l'ANSES. Mais en France, elle peut atteindre jusqu'à 90 mg. Et vous annoncez un décret, mais il est question de 40 mg et en 2030. Les 20 mg, ce serait pour 2038, dans plus de 10 ans, et encore sous condition d'études d'impact. Pourtant, les méthodes pour décamier sont connues et peu coûteuses, c'est environ 2 € par hectare et par an. Pourtant, nous savons qu'il faut transformer profondément notre système agricole pour qu'une alimentation sûre, saine, de qualité soit accessible à toutes et tous. Mais vous ne faites rien. Vous êtes même opposé à notre proposition de loi portée avec mon collègue Benoît Biteau, qui permettrait de se conformer aux recommandations sanitaires. Et j'appelle d'ailleurs mes collègues à la signer pour qu'elle puisse être soumise au Parlement au plus vite. Monsieur le Premier ministre. Et à ce que tout le monde soit contraint de s'identifier. Par définition, si vous devez prouver que vous êtes mineur, vous devez prouver que vous n'êtes pas majeur. Mais donc celui qui est majeur, il doit prouver qu'il n'est pas mineur. Enfin bref. Et techniquement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de solution pour le faire. Ça a été testé dans un certain nombre de pays. Vous l'avez dit, en Australie, ça a été contourné extrêmement facilement. Donc je ne comprends même pas pourquoi. Et ça a été la même chose avec l'identification sur les sites porno. Et au-delà de ça, ça a des effets pervers. C'est-à-dire qu'on a vu quasi instantanément le recours au VPN. Vous savez, ces services de chiffrage qui permettent de masquer votre adresse IP, qui ont explosé. Donc c'est-à-dire qu'on pousse des gens à contourner la règle. Est-ce qu'il y a une question de symbole aussi, Laurent Linfo? C'est-à-dire peut-être même pour aider les parents qui vont pouvoir dire attendez, la loi dit ça, donc j'essaye de modérer, d'interdire, de discuter avec... Non mais très clairement, il y a un message. Il y a un message qui est de dire les réseaux sociaux sont dangereux pour les enfants. Et en l'inscrivant dans la loi, avec les réserves que vous avez émises, c'est quand même un message qui est fort, qui est envoyé. Moi je dirais, je nie pas les difficultés techniques, personne ne les nie d'ailleurs, mais nous ce qu'on fait c'est du droit. Et en renforçant le droit, on donne aussi des outils pour attaquer ceux qui ne respecteront pas le droit. On voit ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux GAFAM, en l'occurrence c'est Meta, qui a été condamné il y a quelques jours à 2 reprises, par deux jours consécutifs. des enfants qui avaient été mis, ou des jeunes adolescents qui avaient été mis en situation très, très difficile, de déprime. Quand vous créez l'arsenal juridique, certes, il n'y a pas forcément une réponse, une efficacité immédiate dans l'application de la mesure, même si on va tout faire pour, mais néanmoins, vous avez créé du droit et des possibilités d'attaquer ceux qui ne respectent pas ce droit. Julie Groff-Charrier, alors vous avez commencé à l'évoquer, mais prenons l'exemple australien. Comment les ados contournent l'interdiction ? Alors, c'est tout le problème. Alors, il est certain, et en présence de monsieur le sénateur, je prends la précaution de dire que la critique est beaucoup plus aisée, surtout sur ce terrain-là, que la proposition que je serais bien incapable de faire en l'état. Ceci étant dit, si on regarde l'exemple australien, effectivement, en fait, ils ont téléchargé des VPN. Donc VPN, Jean-Sébastien l'a expliqué, ça permet ça brouille votre adresse. Son adresse. Ça peut permettre de penser que vous êtes dans un autre pays. Exactement, qui lui n'encadre pas autant également et qui donc vous permet d'accéder. Donc il y a la possibilité de télécharger les VPN. Il y a aussi ce qu'on dit trop peu, mais une facilité chez certains enfants, notamment à cause de l'interdit, d'aller télécharger des contenus gratuits ou craqués
qui contiennent potentiellement des chevaux de Troie. Et alors là, c'est l'effet pervers au maximum. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des chevaux de Troie qui donc vont être... C'est quoi un cheval de Troie ?